appliquée de l'Université Ibn Zor d'Agadir. Donc, est-ce que le doctorant est présent? Je crois que jusqu'à maintenant, elle est absent. Le premier auteur, Abdelkader Bouhamza. Donc, on va passer Ok, au deuxième. à la deuxième présentation. Okay. Donc, deuxième présentation. Air cooling of photovoltaic panel using heat sinks. Donc, Bria, Shkouf, Salhi, Riani, Amraqi, Mizghab. Université Mohamed Ier, faculté de sciences. Donc, laboratoire mécanique énergétique laboratoire. Oui, monsieur, je suis là. C'est qui? Bria? C'est Bria Abir, oui. D'accord, donc tu peux partager ton écran. Donc, il y a 12 minutes de présentation. D'accord. Monsieur le professeur, pour la présentation, 10 minutes. Et pour les questions, 5 minutes. D'accord, donc ne dépasse pas 10 minutes de présentation pour laisser 5 minutes pour les discussions ou bien les questions. Ouais, merci. D'accord. Allez-y. D'accord. Vous m'entendez? Oui, ça va, ça marche. D'accord, merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Bria Abir, étudiante en première année de doctorat à l'Université Mohamed Ier Oujda. Et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une étude sur le refroidissement des panneaux photovoltaïques à l'aide de dissipateurs thermiques. Alors, pour notre plan de travail, on va commencer par une introduction générale, ensuite méthodologie et simulation, puis résultats et discussion, et enfin une conclusion. Alors, de base, il existe deux types de panneaux solaires. D'abord, les panneaux solaires thermiques qui utilisent la chaleur du soleil pour produire de l'eau chaude. Ensuite, les panneaux solaires photovoltaïques qui utilisent la luminosité du soleil pour produire du courant et donc produire l'électricité à l'aide des cellules photovoltaïques. Et pour notre travail, on va se focaliser sur les panneaux photovoltaïques. Alors, pourquoi le refroidissement des panneaux photovoltaïques? Il existe plusieurs facteurs qui impactent sur la performance des panneaux photovoltaïques. Parmi ces facteurs, nous avons la longueur d'onde de la lumière, les ombres, la température des cellules. Et dans notre sujet, on s'intéresse sur l'influence de la température sur l'efficacité des panneaux photovoltaïques, puisqu'il joue le rôle le plus important sur la performance des panneaux. Alors, cette figure représente l'évolution de l'intensité et la tension des panneaux photovoltaïques en fonction de leur température. On remarque d'après la figure que lorsque la température augmente, le courant électrique diminue, ce qui impacte une diminution de la puissance électrique des cellules photovoltaïques. Et cette diminution engendre la diminution aussi du rendement des panneaux photovoltaïques. Et d'après la définition du rendement, la température des cellules est inversement proportionnelle au rendement des panneaux photovoltaïques, comme indiqué aux relations suivantes. C'est-à-dire, quand on a une température élevée, on obtient un rendement faible, et quand on a une température faible, on obtient un rendement élevé. Et alors, comme solution à ce problème, nous avons effectué une étude sur le refroidissement des panneaux photovoltaïques à partir des dissipateurs thermiques, qui se composent d'une plaque de base en aluminium et des ailettes placées sur la face arrière du panneau photovoltaïque et qui sert à faciliter la circulation d'air autour des panneaux photovoltaïques. Alors, l'objectif de cette étude est d'améliorer la performance des panneaux photovoltaïques en augmentant leur température à l'aide des dissipateurs thermiques et en utilisant ANSYS Fluence pour la simulation, qui se base de la méthode des volumes finis. Passons aux méthodologies et simulations.
Alors, pour une étude plus réaliste, nous avons utilisé un fichier des données climatiques. Les données météorologiques sont collectées à partir de la station météorologique installée à notre université. Et voilà une photo de la station. Alors, ces équations représentent la température ambiante et les radiations solaires pendant une journée d'été ensoleillée à Oujda en insérant un sous-programme IDF écrit en C++, puis intégré à un ZIS Fluent. Passons d'abord aux conditions aux limites du système. Cette figure représente les conditions aux limites utilisées à la simulation. Nous impose d'abord les rayonnements solaires pour la couche de verre et ensuite la transmissivité et l'absorbance pour les autres couches des panneaux photovoltaïques. Alors, pour cette étude, la simulation a été réalisée en 2 dimensions et avec un maillage quadratique et simple. Passons aux résultats. Je commence alors par le cas de base ou bien le cas sans dissipateur thermique. Cette figure représente la distribution de température pour un flux thermique de 300, 500 et 1000 watts par mètre carré. Ensuite, la distribution de la vitesse d'écoulement d'air à un flux de chaleur de 500 watts par mètre carré. Alors, on remarque que la température augmente de l'avant vers l'arrière du système, c'est-à-dire du panneau vers l'air, à cause de la haute température des panneaux photovoltaïques et que la température moyenne du panneau photovoltaïque atteint 38,3, 46,9 et 68,4 degrés Celsius pour le flux de chaleur de 300 watts par mètre carré, 500 et 1000 watts par mètre carré respectivement. Donc, la température moyenne augmente lors de l'augmentation de flux de chaleur. Passons au profil de vitesse. La vitesse de l'écoulement d'air augmente de l'avant aussi vers l'arrière du système. On voit que l'air passe d'environ 1 mètre par seconde dans la région proche des panneaux photovoltaïques à une vitesse uniforme de 1,6 watts par mètre carré sur le reste de l'espace d'air. Je passe au cas des panneaux avec dissipateur thermique. La première figure représente la distribution de température pour un flux de chaleur, pour un flux thermique de 300, 500 et 1000 watts par mètre carré, et la distribution de vitesse d'écoulement d'air à un flux de chaleur de 500 watts par mètre carré. Alors, on remarque aussi pour les 3 cas des flux que la température diminue du panneau aussi vers l'air et qu'un transfert de chaleur plus intense est enregistré autour des panneaux à cause des ailettes du dissipateur thermique qui ont facilité la circulation d'air autour des panneaux photovoltaïques et en créant des turbulents d'air entre les ailettes. Et aussi la température moyenne atteinte 33,2, 37,6 et 48,7 degrés Celsius pour le flux de chaleur de 300 watts par mètre carré, 500 et 1000 watts par mètre carré respectivement. Cette figure représente la température moyenne du panneau photovoltaïque, soit un flux de chaleur variable. Alors, d'après la figure, on constate que la quantité de flux de chaleur contribue à l'augmentation de température moyenne du panneau. Et d'autre côté, on remarque que la différence de température entre le panneau photovoltaïque sans et avec dissipateur thermique augmente lors de l'augmentation de chaleur. Passons d'abord à l'évolution de la température en fonction du temps cette fois-ci, dans le cas du panneau photovoltaïque sans et avec dissipateur thermique. Alors, on remarque qu'avec le temps, la température moyenne du panneau commence à augmenter suite à l'augmentation du rayonnement solaire pour atteindre le maximum de température entre 11h et 14h où le panneau collecte le maximum du rayonnement solaire. Ensuite, une chute due à la diminution du rayonnement solaire. Je termine avec une conclusion. L'utilisation du dissipateur thermique dans un panneau photovoltaïque améliore le refroidissement des cellules photovoltaïques en diminuant leur température par environ 12 degrés Celsius. Par conséquent, l'efficacité électrique augmente par environ 0,7%.
Le changement de flux solaire et de la température ambiante influe fortement sur la température des panneaux photovoltaïques. La différence de température entre le panneau photovoltaïque sans et avec dissipateur thermique augmente alors lors de l'augmentation de flux de chaleur. Et pour un panneau photovoltaïque, il enregistre les températures maximales entre 11 heures et 14 heures, puisque les capteurs collectent le maximum du rayonnement solaire dans cette période. Et pour conclure, la température des cellules photovoltaïques est l'un des principaux paramètres qui influent directement sur la performance des panneaux photovoltaïques et qui nécessitent le refroidissement de ces panneaux photovoltaïques afin de maintenir une température plus adaptée pour un rendement et une production électrique élevée et garantir aussi une longue durée de vie de ces panneaux. Et merci pour votre attention. Salam alaikum, merci pour vous. السلام عليكم. Salam wa barakatuh. Docteur Hicham Bouali. الغربة من Darbida, professeur Ghorba. Oui, oui. Bon, je tiens à remercier Breya. Il me connaît parce que nous étions dans le congrès de mois de décembre, enfin novembre-décembre. Oui, exactement. Pour la première année, je pense que vous avez fait beaucoup de choses. C'est plus intéressant. Merci beaucoup. Mais à mon avis, il faut faire d'abord une recherche bibliographique très poussée. Parce que vous avez passé directement au résultat excellent. Hein. Oui. Alors, il y a le groupe de MSIC où nous travaillons aussi sur les panneaux solaires. Et il y a le groupe de Nouakchott aussi la même chose. J'ai discuté avec Sebaria. Ça veut dire qu'il faut jumeler les forces pour aller vers des résultats plus intéressants. Et vers la fin, vous avez parlé de ce qu'on appelle, parce que là-dedans, il y a la source pour produire de l'énergie et en même temps, il y a la dégradation des panneaux solaires. Oui. Vous avez dit qu'il y a ce qu'on appelle une durée de vie très longue pour les panneaux. Il faut faire attention, hein, parce que ça dépend, par exemple, au sud du Maroc, il y a beaucoup de sable. Les panneaux, ils se dégradent facilement. Hein. Oui, À Oujda, bien sûr, parce qu'il y a l'écoulement de l'air, mais il n'y a pas une influence comme ce qui existe au sud sur les panneaux solaires. Mais bon courage, c'est un très bon travail et excellent. Merci beaucoup, monsieur Ghorba. Merci, monsieur Ghorba. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh là là. Bonjour, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui, bien allez-y. sûr. Bonjour, merci pour votre travail. C'est vrai, pour une première année, c'est assez conséquent. Bravo. J'ai une petite question un petit peu par rapport aux températures. Vous dites que avec une température qui augmente, on a on va dire, les performances d'un panneau solaire qui vont dégrader. Donc ça, c'est sûr au niveau d'observation. Mais est-ce que vous savez pourquoi au niveau fondamental, si on comprend ça fondamental, ça va aider beaucoup mieux à concevoir des solutions. Ensuite, vous mettez ça ou avec l'entropie, parce que j'ai entendu pas mal de fois des gens qui, surtout en Allemagne, qui parlent beaucoup d'entropie, donc qui mettent l'entropie, parce qu'au niveau théorique, on a des panneaux solaires qui augmentent les performances, ils vont aller jusqu'à un rendement théorique à 50% par exemple, sauf qu'au niveau pratique, sur le terrain, on ne dépasse pas les 25%. Pour le rendement, on sait que le rendement, il est en fonction de la puissance. Et comme la puissance est en fonction du courant électrique, donc le courant, la température affecte beaucoup sur le courant électrique, ce qui lui fait diminuer le courant et aussi engendre à la diminution aussi de la puissance.
Et comme ça, la température engendre la diminution de rendement et il risque de se casser ou bien se détruire. Par rapport aux simulations, vous faites avec quelle méthode? Avec les différences finies, c'est ça? Donc, j'ai pas bien Oui, suivi. oui, la méthode de différenciation. On utilise au MATLAB? Et non, en utilisant ANSYS-Fluent. Ah, d'accord. OK. Merci. Merci à vous. اسمح لي 25%, c'est un très bon rendement. Le rendement, ça varie de 14, 18 à 20%. Hein. Oui, En Nouakchott, c'est 18%. Oui, donc comme je ne suis pas spécialiste, je disais qu'au niveau théorique, je sais qu'il y a des gens, ils me parlent d'un rendement théorique qui va aller jusqu'à, je ne sais pas, 50%, mais pas dans les panneaux solaires. Le maximum à rendement expérimental autour de 18%, oui. C'est fait par Nouakchott. Hein. Oui, sur le terrain, je suis d'accord. Ah, oui. Oui, sur le terrain, c'est 20% max, je pense, autour. 18%, oui. C'est bon? Je m'excuse parce que j'ai perdu la connexion pendant quelques secondes. سي بوعلي السلام عليكم. وعليكم السلام. معك monsieur Meradi, je suis le co-modérateur avec toi. مرحبا. De l'Algérie. كي راكم دايرين؟ Ça va, très bien. لاباس بارك الله فيك. Arrivé à la deuxième communication ou la première? Vous êtes à la première? À la première. الأولى ما فاتتش. La première. الأولى ما Il était absente. Oui. Ah, d'accord. La modélisation de l'incertitude. Pas encore. S'il vous plaît, c'est Hamza. C'est moi qui s'est retardé un petit peu. Très bien. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut passer à la deuxième communication, si vous permettez. Monsieur Bouali, d'accord? Oui, moi j'ai deux petites questions. تفضل أستاذ تفضل. Alors, concernant le maillage, vous avez dit qu'il y a un maillage quadratique et simple. Oui. Et vous avez choisi la résolution 2 dimensions. Oui. Mais normalement, en réalité, le problème, il est tridimensionnel. Est-ce que cela n'influe pas sur les résultats? Non, pas beaucoup, parce qu'on a déjà effectué des résultats avec 3 dimensions. Mais aussi avec 2 dimensions, c'est pas grande différence. Des résultats numériques avec 3 dimensions? Oui. D'accord, c'est bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par un maillage quadratique simple? Donc, qu'est-ce que ça veut dire simple? Le maillage quadratique simple. Donc, normalement, vous travaillez avec la convection naturelle, c'est ça? Ce n'est pas la convection forcée. Donc, c'est une convection naturelle. Non, c'est de convection forcée. C'est une convection forcée? Oui. Oui, avec une vitesse d'air, pardon, de 1,5 mètres par seconde. Oui. Très bien. Mais est-ce que vous voyez que le gain en 0,7%, c'est un gain qui est... C'est un bon gain, 0,7%. Donc, de faire introduire de la convection forcée, donc il y aura bien sûr une machine qui va consommer peut-être de l'électricité, etc., pour gagner 0,7%. Pour cette partie, donc, nous avons cherché les outils pour gagner le meilleur rendement. C'est avec le changement des nombres des ailettes du dissipateur et aussi la hauteur des ailettes du dissipateur thermique pour atteindre la meilleure performance pour les meilleures conditions. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on passe, à la présentation suivante? Donc, la première présentation, donc c'est la modélisation de l'incertitude de position
du terminal d'un système articulé avec jeu, forme de 2 segments. Donc, avant si, merci mademoiselle Abir Bria. Donc, ما وصلت c'est-à-dire j'ai trop tard شويه ما حضرتش l'intervention تاعك dès le début. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc le sujet choisi c'était un sujet qui m'a dit تاع وقته. Donc on aura besoin des sujets pareils donc qui touchent directement le besoin donc la société maghrébine en général. Donc on passe la parole à monsieur Bouhamza Abdelkader donc de l'école nationale des sciences appliquées, Université Ibn Zohr, Agadir. Donc, vous avez le temps nécessaire pour présenter votre travail. Allez-y. Merci, merci. Alors, je vais intervenir en anglais, je vais faire un essai. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Bouhamza, PhD student in the National School of Applied Science in University of Ibn Zohr, in laboratory material mechanics and civil engineering. My presentation is about modeling of the position and uncertainty of the terminal of an articulated system with a clear... Pardon, excusez-moi, il faut partager l'écran s'il vous plaît pour qu'on voit votre présentation. Partagez l'écran. D'accord, d'accord. Donc, my presentation is about the modeling of the position and uncertainty of the terminal of an articulated system with clearance formed by 2 segments. The plan is the context and motivation, analytical geometric model, position error, simulation, result, conclusion, and perspective. This work is a part of the study of the measurement uncertainty for a polyarticulated arm using in metrology, who is a 3D measuring device composed of an articulated arm with 6 or 7 joints, like the figure. Donc the first joint, second, the 3, the 4th, the 5, and the last joint. A polyarticulated arm have advantages, the following advantages. They are portable, fast and easy to use. They have a low cost, so therefore they are becoming more and more used in the industry. There are disadvantages. They are exposed to several sources of measurement error, like the temperature, the vibration in the operator. Then they are less accuracy. They are less accurate. Donc, this figure show the source of the error on who's affected the uncertainty. Justification of our study. The readers' works that have studied this uncertainty of measurement of this device have considered perfect joints without clearance and without deformation in the joint. However, clearance and deformation in the joint cause a significant measurement error. Hence, our works on measurement uncertainty due to clearance in the joint. We study a system formed by 2 segments only. Okay? The system studied is formed of 2 segments of the polyarticulate arm whose joint is with the clearance. Here we have the parameter of the system studied. Is parametered by 2 angles for the last arm, for the first arm, a θ2 for the second arm. Here we have the joint with clearance. We use for the perfect model, we use the Dynavit-Artenberg convention, where
we use 4 parameters, alpha I, AI, theta I, and the DI. Donc the AI is the distance between di minus 1 and di. The di is the distance between the x minus 1 and the xi. And the theta E is the angle between the I minus 1 and xi. The homogeneous matrix transfer between the coordinate system I minus 1 and Li is like this, the time of the fourth matrix. A geometric model is obtained like this. The time of the fourth matrix. For our system, the matrix transformation is the time of the two matrices, M01, M02. We obtain the model O0P equal the produce of the two matrices a time the vector in the last coordinate system. Now the geometric model with the clearance. Hello, we consider in this joint a radial translation due to the clearance and a rotation. This rotation is parametered by the triangle roll, pitch, and yaw. Donc, the order of the study, the position 0, the starting position is this. The first position. Excuse me. The first position is we have the two axes confronted. The second position we have a rotation with theta, the articulation angle. The three position we have a translation with the value of the clearance, and the last position, the rotation with the triangle roll, pitch, and yaw. So we have the model with the clearance, like this. We obtain the matrix of clearance. The transformation matrix between R-1 and to Ri is the time of the final matrix. And at last, we have this model. The error is the difference between two models. We have in the input the variable articular, the geometric parameters, whose obtain the position with the clearance and the position without clearance, and at last we obtain the error. We use a simulation with MATLAB. In this simulation, we gave a different value of θ1 and θ2 in order to sweep the entire workspace. So we vary θ1 from 0 to p/2 with a step of p/12. We obtain 7th position, like even for θ2. From 0 to minus p with a step of minus p/6. For each configuration
theta 1, theta 2, we give a several random value for each clearance. We have two clearance, each one for each join. Donc, in our simulation, we have 8 random value. The parameter whose we use in our simulation, the height of the join is height, shift diameter d, bore diameter grand d, a clearance is the difference between the two. We obtain the result, the following result. We observe that the error is maxi where the position is too far from the origin, here. The error, and the uncertainty is the difference between max error and the max error. Donc ici, here we have the max error function of the distance from the terminal to origin. Donc, where we have a distance, the terminal from, when we have the terminal is far from the origin, the error and the uncertainty was large. Allô? Allô, oui? Ouais, je connais معايا? Bou Hamza. Allô? Oui? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. D'accord. نعم. Donc, the last result is show the distribution of the value of the error, where we have the theta 1 plus theta 2 is superior to 0 until 2 radian. We have the error is maxi. When we have the theta 1 plus theta 2 is between 0 and minus p, the uncertainty in the error is lower. الو نعم فاطمه الزهراء نعم اختي. Conclusion, the result, Oui, فاطمه الزهراء. The result shows the variation of uncertainty in the workspace of this system. The perspective, and the brief perspective, we will apply this modeling to all the length of the polyarticulate arm to deduce its measurement uncertainty. Next, we will establish a neural model to predict the maximum error in the measurement uncertainty for a given configuration of this instrument. Thank you for your attention. Veuillez excuser ma prononciation, c'est la première fois que j'expose en anglais, donc veuillez m'excuser pour cette prononciation. Très bien, pour la première fois, très bien. Merci pour votre présentation. Merci. Pourquoi vous avez choisi de présenter en anglais? Pour faire un effort, je n'ai jamais présenté en anglais, c'est l'occasion, alors je dois le faire. Et d'ailleurs, c'était mentionné dans les consignes de consentement. Oui. On vous remercie, M. Hamza Abdelkader, pour votre sujet. Donc, la modélisation de l'incertitude de position du terminal d'un système articulé avec jeu, forme de 2 segments. Oui. Donc, malgré que je ne suis pas de la spécialité, mais je vois que vous avez bien débattre le sujet. Donc, monsieur le docteur Bouali, on passe à la session questions s'il y en a. Oui, s'il n'y a pas de... Oui. Merci bien. S'il y en a des questions, donc l'assistant. Oui. Oui. Je pense que la dernière courbe, c'est une courbe gaussienne pour les erreurs. Hein. Non. Pourquoi pas la dernière courbe? Oui. D'après la distribution, je vois une courbe gaussienne. Vous pouvez présenter la dernière courbe? D'accord. Monsieur Bouhamza. Ok, d'accord. La dernière? Ce n'est pas une gaussienne parce que la distribution des jeux
des valeurs du jeu, c'était pas une gaussienne. Et je ne peux pas donner une gaussienne parce que toutes les positions, elles ont la même chance. Non, bah, je pense à moi. Vous pouvez aller vers une étude statistique et une courbe gaussienne, ça va vous donner plus de résultats. D'accord. Merci. Merci, merci infiniment. أستاذ غربة. Allô, oui? Ah oui, ah oui, je vous entends. Il y a quelqu'un qui m'a adressé la parole, non? Oui, oui, سمعت. Je ne sais pas qui. Oui, c'est غربة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. C'est qui? سي معك مسيو ميرادي عبد الحفيظ تاع شرفين. الجزائر. Ça va. صافا شويه. Faut passer le bonjour à tous les collègues. Hein. سيدي بن عباس لا؟ سي بن قدياب وكامل كاع فرحوا بك. كيراك داير استاذنا؟ لاباس؟ سلم عليهم كل شيء. ها؟ يبلغ ان شاء الله. ابن قدياب بن رحو. ان شاء الله. Ça fait un grand plaisir. Hein. ان شاء الله مبلوغ ان شاء الله يبلغ ان شاء الله. Je me souviens. انا تخي بيان والله الحمد لله الحمد لله. سيتي كيما نقول لك صافي دو بيان نعاودوا نتلاقاوك مالغري با. ان شاء الله avec plaisir. Et si vous جيت للدار البيضاء مرحبا. الله يسلمك الله يحفظك انت ثاني مرحبا بك في الجزائر كامل وعندي سلم على كل شيء. الله يسلمك الله يسلمك. صافي ان غران سوفينير. نسلم على كل شيء. ان شاء الله نعاودوها ان شاء الله نعاودوها في الجزائر. مرحبا مرحبا. الله يسلمك الشيخ الله يحفظك. Je suis en retraite mais je travaille toujours. Hein. خلصت روترات شيخ. Ça fait depuis 2019. Hein. ما شاء الله ما زلت صغير. ما زلت جون. Je bosse toujours avec Ben Msik. Je suis en train de former un réseau maintenant avec Oujda, Nouakchott et ça sera les collègues de Sidi Ben Abbas. بارك الله اللهم بارك اللهم بارك. الله يحفظك. شكرا ميرسي بوكو. الله يسلمك يعطيك الصحة إن شاء الله. يعطيك الصحة. سمحوا لنا أساتذة. On va passer à... Oui. Oui, on va passer à la présentation suivante. Donc, l'étudiant de M. Ghorba. C'est Dr. Basser Youssef. New approach for the evaluation of the reliability and damage of the lifting wear rope. Ouais, donc une nouvelle approche pour l'évaluation de la fiabilité et des dommages du câble. C'est le doctorant, je pense, de M. Ghorba. Oui. Oui, oui. C'est Sébastien de... Oui. Oui, est-ce qu'il est présent? Oui, normalement, il est présent. Hein. Basser. Voilà. Donc, il a partagé l'écran, je pense. Oui. Il a partagé. Monsieur Basser, vous avez 10 minutes pour... Très bien. Pour les communicants, s'il vous plaît. Donc, on a 8 communications. Donc, avec un temps de 2 heures. Donc, il faut bien négocier le temps. Oui, c'est 10 minutes. Ouais, c'est 10 minutes au max pour... On va laisser 5 minutes pour les discussions. Pour les discussions, s'il vous plaît, oui. Très bien. Allez-y, M. Basser. M. Basser. Je pense qu'il a désactivé le son. M. Basser a désactivé le son. Donc, il faut qu'il active le son. Activez le son. M. Basser, activez le son. Monsieur Basser, l'activation du son au-dessus à gauche. Allez-y, là. Basser, allez-y. Basser Youssef, vous avez le bouton d'activer le son. Donc, à gauche, en bas. Oui, à gauche. En bas de l'écran, à gauche, à l'extrémité gauche, vous avez activé le son. Parce qu'on n'entend rien. On voit votre écran, vous avez partagé l'écran, mais on n'entend rien. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y. Si vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Allez-y. Allez-y, on vous entend. On vous entend, monsieur
Monsieur Basser, Youssef. Allô? Oui, c'est qui? Basser, C'est vous Basser? allez voir le micro en bas ou à gauche. Allô? Et maintenant, vous avez activé Allô? le micro. Oui, Ouais, ok. oui, on vous entend, oui. Ouais, Allez-y, Vous vous m'entendez? avez 10 minutes pour présenter votre travail. Merci beaucoup. Allez, allez. Premièrement, je veux remercier, j'ai l'honneur de participer à le congrès de Oujda. Merci beaucoup. Donc, je commençais avec ma présentation concernant the new approach for the evaluation of reliability and damage of the lifting wire loop. En commençant avec un plan de travail qui concerne l'introduction bibliographique où j'ai expliqué les lois qu'on va appliquer pendant cette étude. Premièrement, une petite introduction à la méthode expérimentale qu'on a fait et l'analyse des résultats concernant l'exploitation des résultats expérimentaux. Et dernièrement, on a la conclusion. Donc, les câbles métalliques sont utilisés quotidiennement depuis longtemps. Ils se sont installés dans nombreux ouvrages industriels tels que le levage de charges, l'arrimage des structures flottantes, les téléphériques et bien d'autres. Néanmoins, le câble nécessite une surveillance et un contrôle périodique et régulier afin d'être maintenu et remplacé à temps, parce que sa rupture occidentale engendre des gènes conséquences sur le plan économique et social, comme vous pouvez voir sur le photo qui indique un accident grave lors de la chute d'un véhicule à la veste où 20 personnes sont perdues leur vie à cause d'une rupture attendue des câbles. Donc pour cela, le domaine de recherche sur les câbles doit être prend une place très importante dans les domaines industriels. Alors, de point de vue mécanique, la problématique liée à l'utilisation du câble réside à leur défaillance face aux dégradations qu'ils subissent. Ces dégradations entraînent une réduction de la capacité de résistance du câble, ce qui mène à des dégradations très rapides, conduisant à la rupture brutale. Donc, le plus important dans le domaine de dommage, c'est de définir la zone où le dommage est instable. On dit la zone de la dommage critique ou la troisième stade. Donc, c'est le but principal de chaque étude de dommage. Comme vous pouvez voir, c'est une photo qui explique la structure d'un câble métallique. Les câbles métalliques sont en général constitués d'un âme central, c'est en bleu au centre du photo, d'un câble qui peut être métallique. Torrents sont constitués de plusieurs fils individuels, des fils périphériques disposés en hélice autour du fil central. Les fils centrales sont les petits points bleus que vous voyez. Et la dernière, c'est l'élément principal de câble, ce sont les fils. Premièrement, sachant que le comportement des torrents influence le câble, l'objectif de cette étude est d'étudier le comportement mécanique des torrents avec la prédiction de sa durée de vie et à partir de ces données, prévoir le comportement de vie des câbles entiers pour une maintenance prédictive et en basant uniquement sur les essais statiques de traction simple sans avoir recours aux essais cycliques coûteuses et qui demandent énormément de temps. Alors, dans cette partie de synthèse bibliographique, on présente quelques modèles analytiques de dommages, tels que le modèle linéaire de Maynard, selon lequel le dommage évolue linéairement en fonction de la fraction de vie. Il y a aussi la théorie unifique qui base justement sur la réduction de la limite d'endurance et la perte de résistance du matériau. Cette théorie, dont l'évolution de dommages se forme d'une série de courbes, chaque courbe est associée à un niveau de contrainte appliquée.
Donc, la partie suivante de la bibliographie concernant le modèle de la fiabilité. Dans cette étude, on va adapter la loi de Weibull qui caractérise le comportement du système dans ces trois ans de vie, période de jeunesse, période de vie utile et période d'usure ou de vieillissement. Alors, dans la procédure expérimentale, on va prendre une éprouvette de longueur minimale de 600 mm selon la norme ISO et on l'a suivi un test de traction sur une machine de traction MTS qui est liée à un ordinateur qui nous permet d'acquérir les données de cette expérience. Pendant cette expérience, on va endommager le câble artificiellement selon des différents niveaux d'endommagement artificiel, c'est-à-dire 1 sur 12, 2 sur 12, 3 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2, c'est-à-dire il y a juste on a coupé un torrent qui appartient à 12 torrents de la couche extérieure. 2 sur 12, c'est-à-dire on coupe 2 torrents de la couche extérieure, etc. Donc, pendant l'essai de traction, on aura une série de courbes, que chaque courbe correspondant à un pourcentage d'endommagement artificiel, 0 nombre de fils rompus, c'est-à-dire on a l'état vierge sans dommage artificiel, etc. les autres. Alors, pour bien voir l'effet d'endommagement artificiel sur le comportement de câble, on va tracer la perte adimensionnelle de la force ultime résiduelle, qui égale la force ultime résiduelle à l'état endommagé sur la force ultime qui correspond à la force ultime à l'état vierge, c'est-à-dire le maximum que peut supporter un câble. Et en fonction de la fraction de vide qui correspond à la nombre de torrents rompus sur le nombre de torrents de la couche extérieure qui est égale à 12. Le calcul de dommage sera traité à l'aide de la formule empirique de la théorie unifiée, comme vous voyez, tel que F0, c'est la force qui correspond à la limite d'endurance qui est égale à FU sur la coefficient de sécurité qui est égale à pour les câbles 2,5 qu'on a calculé. Premièrement, on adapte une approche de la calcul fiabiliste ou la fiabilité qui est donnée en fonction de la fraction de V qui est égale à moins bêta à la puissance exponentielle de moins bêta à la puissance lambda. Lambda égale à, lambda égale à 1,2 pour les câbles. Dans cette figure, on a tracé le dommage selon la théorie unifiée, de telle façon que chaque courbe correspondant à une étape de chargement. Le chargement, on trouve que le changement de courbure nous permet de localiser les stades de dommage où nous pouvons voir les premiers stades qui correspondent à l'initiation de dommage qui augmente de façon linéaire jusqu'à bêta I égale à 26%. Puis les deux stades commencent, le deuxième stade commence et le dommage se propage de manière stable pour nous donner la chance de faire une maintenance prédictive. Et enfin, nous arrivons à la stade critique où l'on dit c'est la stade de le dommage instable qui nous avertissons que le dommage est incontrôlable à partir de bêta égale à 75% et nous déclarons que le câble est défaillant. Donc, dans cette zone, il faut changer le câble complètement pour éviter les accidents comme on a mentionné dans l'introduction. L'objectif de cette étude est de prédire la durée de vie de la câble à partir des données de torrent moyennant des systèmes probabilistes. Donc, pendant l'expérience, on a observé que la rupture d'un seul torrent n'entraîne pas la rupture de la couche entière. Pour cela, on dit que les torrents sont arrangés en parallèle. Mais la rupture de la couche extérieure entraîne la défaillance de le câble entière. Donc, pour cela, on dit que les couches sont placées en série.
Avec la combinaison entre ces deux données, on a créé un système serré parallèle, comme l'équation suivante montre, et moyennant de la loi de Weibull, on peut introduire la fraction de vie bêta. L'objectif principal de cette étude, c'est de trouver la fiabilité en fonction de dommages. Pour cela, moyennant de l'expression de la théorie unifiée, on a pu extraire analytiquement le bêta et l'a remplacé dans l'expression précédente pour avoir une équation, un système complexe qui nous permet de calculer la fiabilité en fonction de dommages. Le traçage de la fiabilité en fonction de dommages nous permet de traiter de bien constater l'importance de la lame centrale qu'on a trouvé, comme on a trouvé dans la dernière couche, dans la dernière stade de dommage, que la fiabilité tombe de façon rapide lorsque l'âme centrale est endommagée. Enfin, comme en conclusion, on a observé que l'étude des câbles, c'est un domaine très large qui combine plusieurs sciences comme la physique, la chimie au niveau, si on considère l'humidité comme un facteur de dommage, et aussi la physique des dommages et aussi la statistique, si on utilise des modèles probabilistes ou des modèles de régression linéaire qu'on va faire comme des perspectives. Alors, mon futur projet sera traiter le fil comme un autre élément qui influence sur la fiabilité des câbles. Pour créer un modèle plus complexe qui contient les fils, les terrons, les couches, qui nous permet de voir une version réelle de la préparation de dommages dans les câbles. Enfin, merci pour votre attention. Merci à vous. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, vous n'avez pas cité le type de matériau de ces câbles. Le matériau, c'est l'acier galvanisé. L'acier galvanisé. Ah oui. Donc, c'est une étude de résistance de matériaux. C'est des dommages des matériaux. Oui, résistance, bien sûr, résistance du matériau. Résistance, oui. D'accord. Donc, il n'y a pas d'étude sur le type de matériau. Non. Ces équations sont valables seulement pour l'acier ou bien pour n'importe quel autre type? La théorie unifiée, c'est valable pour n'importe quel matériau. Il faut juste changer un paramètre M qui caractérise la nature du matériau. D'accord, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux intervenir là? Oui, allez-y, monsieur. Bon, l'avantage, parce que normalement, pour faire des câbles, on doit faire des essais de fatigue. Les essais de fatigue, ça coûte plus cher. On a utilisé cette théorie là-dedans parce que normalement, j'ai fait des exposés à Abbas et même à Ouija. L'avantage de ça, avec un essai de traction qui ne coûte pas cher, on peut prédire la durée de vie d'un câble de levage, par exemple, pour les ascenseurs. Et surtout, le peu de moyens qui existent au Maroc, ce n'est pas la même chose. Les moyens qui existent ailleurs, parce qu'un essai de fatigue, ça coûte très, très cher. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est des essais réels, hein, des essais, parce qu'après, on passe un fil, parce que c'est facile à faire un essai sur un fil que faire des essais sur deux troncs, que faire des essais sur des câbles. Parce que le problème d'amarrage pour les essais de traction, ça coûte cher. Hein. Et merci. Hein. Oui, bien sûr. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, l'assistance? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. S'il y en a d'autres questions, donc il reste 1 minute pour la troisième communication. Oui, donc sinon, on passe à
à la communication suivante. Donc, il n'y en a pas. Alors, je pense, chers collègues, docteur Boili, Oui. on passe à la quatrième communication. D'accord, on passe à la quatrième communication. Transport phenomena in amorphous thin film at very low temperatures. Donc, عبد اللطيف الوجدي Hamid. Transport de phénomènes dans des films minces amorphes à très basse température. Donc, Monsieur Loujdi. Laboratory of Energetic Engineering and Materials, Faculty of Science, Ibn Tufayl Kinitra. ولا عادل الشلح ولا الوجدي Monsieur Abdelatif Loujdi. Monsieur Basser, vous pouvez désactiver le partage de l'écran. Donc, est-ce qu'on a un intervenant pour la quatrième communication? Transport phénomena amorphous thin film at very low temperatures. Donc, le groupe de Abdelatif Loujdi. Est-ce qu'il y en a un intervenant? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un communicant? Donc, sinon, M. Bouli, qu'est-ce qu'on va faire? On passe à la cinquième. Bien sûr. Ok. On passe à la cinquième. شكون اللي راه معنا؟ شكون اللي راه البارطاج اللي راه معنا دروك؟ سي منتصر. Je suis co-modérateur. Oui. Le comité d'organisation pour. D'accord. Omar a des problèmes. Co-modérateur. D'accord. Je vous en prie. Ouais. Donc, la quatrième communication, je pense pas encore. Donc, on passe à la cinquième. The application of a new numerical methodology to assess pipeline fires. Donc, l'application d'une nouvelle méthodologie numérique pour évaluer les défaillances des pipelines. Donc, Muntasser, oui. Moustapchir ou, je ne sais pas, le groupe de... Khalfi, oui. FES, l'université Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, allez-y. Donc, vous avez 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. On laissera 5 minutes pour les discussions. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est Montasser, oui. c'est Montasser. Oui, c'est bon. Tfadal, c'est Montasser. Donc, vous avez 10 minutes pour votre communication. Donc, allez-y. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de m'en donner cette chance pour participer dans cette conférence. Alors, je me présente. Je suis Montasser Sofiane. Je suis en 3e année doctorat en génie mécanique à la FST de Fès. Mon sujet de recherche touche l'utilisation des nouvelles méthodes numériques pour étudier les structures fissurées. Bien entendu, les structures ayant un défaut de fissure ont toujours représenté un intérêt de recherche de chercheurs dans le domaine mécanique. Dans ce contexte, je vais vous présenter aujourd'hui l'application d'une nouvelle méthodologie numérique pour évaluer les défaillances des pipelines. Alors, durant la présentation, je vais suivre le plan suivant. En commençant par une introduction et motivation, quelles sont les méthodes numériques utilisées dans cette présentation et des résultats numériques. Et enfin, une conclusion et perspective. Dans nos jours, les défaillances de nombreuses structures sont principalement dues à des défauts de surface, tels que les fissures. Pour cette raison, l'évaluation des fissures est d'une importance majeure pour assurer l'exploitation de ces structures. L'objectif de ce travail, en général, est d'étudier la propagation des fissures, c'est-à-dire il faut connaître l'évolution de ces défauts, les défauts critiques, pour évaluer la stabilité de notre structure. Pour traiter ce sujet, nous utilisons la simulation numérique à cause de la difficulté de faire une expérience. Alors, il existe plusieurs méthodes numériques, telles que la méthode des éléments finis classiques et la méthode sommaillage, par exemple. Le vrai défi de ces méthodes est la nécessité d'un remaillage en chaque incrément. Il faut un maillage conforme avec la fissure, puisqu'il y a des erreurs de discrétisation. Ces défauts vont nous donner des difficultés de simulation, ainsi que le temps de calcul est élevé. Pour résoudre les deux premiers problèmes, nous avons trouvé l'apparition de la méthode XFEM, Extended Finite Element Method. L'idée principale de la méthode XFEM, c'est d'ajouter des fonctions d'enregistrement
à la méthode des éléments finis classiques. Comme vous voyez ici, l'approximation de la solution par la méthode classique est représentée par un seul degré de liberté. Mais avec la méthode des éléments finis étendus, il y a de nouveaux termes de plus. La première, c'est la fonction Heaviside. Elle prend soit plus 1, soit moins 1. La deuxième, c'est la fonction d'enregistrement en fond de fissure. Elle est représentée par cette forme. Donc, je vais vous présenter l'idée principale de cette méthode. Donc, voilà notre fissure. Voilà les fonds de fissure. Alors, pour les éléments coupés totalement par la fissure, on va imposer les fonctions Heaviside. Pour les éléments correspondant au fond de fissure, on va imposer les fonctions d'enregistrement en fond de fissure. Passons maintenant à la deuxième méthode. C'est la méthode volumétrique utilisée dans ce travail. Donc, après avoir représenté la méthode XFEM, la deuxième méthode que j'ai dit, c'est la méthode volumétrique. Selon cette méthode, le mécanisme de la rupture nécessite un volume physique. Cette idée s'explique par le fait que le type de chargement et la géométrie déterminent la contrainte de rupture. Dans ce contexte, la contrainte maximale ne peut pas décrire l'effet de ces paramètres sur le mécanisme de la rupture. C'est pour cela qu'il faut intégrer les contraintes et le gradient du contrainte selon cette méthode, sur tous les points environnants sur le volume du mécanisme de rupture. Donc, ce volume est semblable aux formes de la zone plastique sur lequel on va approximer la contrainte de rupture. Alors, je vais vous montrer donc, une idée générale sur cette méthode. On va représenter notre défaut. On va représenter la distribution des contraintes le long du défaut ou bien autour de la fissure. Ensuite, on va tracer le gradient des contraintes. Et par la projection, selon cette méthode, la projection de la quantité minimale du gradient de contrainte donne la distribution, ou bien donne la contrainte effective, c'est notre contrainte de rupture, et la distance effective. Et enfin, on peut calculer notre paramètre de rupture, c'est le facteur d'intensité de contrainte, donc à partir de la contrainte effective. Donc, la validité de ces méthodes a été testée sur un matériau élastoplastique isotrope, c'est le P26040GH. Donc, voici notre modèle, c'est un pipe sous pression, et nous avons travaillé sur un cas pour la raison de symétrie. Donc, après représenter le modèle élément fini, voici les résultats que nous avons obtenus. Cette figure représente la distribution de contraintes circonférentielles autour de la fissure. Et pour vérifier ces résultats, nous avons comparé cette valeur avec celle obtenue par la méthode des éléments finis classiques par le logiciel Castem. Ensuite, on va exploiter ces résultats dans le principe de la méthode des éléments finis, de la méthode volumétrique. Donc, par conséquent, nous avons obtenu la contrainte effective, qui est la contrainte de rupture dans notre cas. Et cette contrainte va nous permettre, bien sûr, de calculer notre paramètre de rupture, c'est le facteur d'intensité de contrainte. La dernière partie de ce travail consiste à vérifier la stabilité de notre structure, notre pipe. Donc, c'est pour cela qu'on va employer un diagramme qui s'appelle diagramme FAD, ou bien Feiler Assessment Diagram. Le concept de diagramme nécessite de calculer le rapport de la force motrice critique de la fissure et le rapport de chargement. Donc, d'après quelques calculs, le point de fonctionnement est représenté par le point A dans la figure, et cette zone correspond à notre zone de sécurité. C'est pour cela qu'on peut dire que notre pipe, avec ce défaut et avec ce type de chargement, il peut être fonctionné. Alors, comme conclusion, donc la simulation, nous avons fait une simulation numérique par la méthode XFEM. L'intégration de la méthode XFEM permet de faciliter la modélisation d'une fissure. La combinaison entre la méthode XFEM et la méthode volumétrique va nous permettre de calculer le paramètre ou bien d'estimer le paramètre de rupture K, c'est le facteur d'intensité de contrainte, et le diagramme FAD capable de vérifier la stabilité d'une structure. On va, comme perspective, on veut étudier la propagation de fissure en cas dynamique. On veut utiliser un critère non linéaire au lieu de facteur d'intensité de contrainte. Et on veut étudier l'effet de plasticité dans le fond de fissure avec la méthode XFEM. Merci pour votre compréhension. Donc, merci pour votre présentation. Je vous remercie. Nous allons passer à... Monsieur Montasser. S'il y a des questions. On vous remercie, Monsieur Montasser. Donc, si on a des questions, donc les gens de spécialité,
Donc, Oui. toujours. Allô? Oui, c'est toujours Gourba là. C'est toujours Gourba parce que avec ma retraite. Bon, bonjour là. Et je pense qu'il faut définir d'abord l'acier. C'est un acier qui doit avoir une épaisseur qui est plus grande que 10 mm. Il y a des essais qui étaient faits. Il y a un prof, je pense qu'il s'appelle Moustachir, il a fait une thèse, la même chose, Oui, avec Hariri à l'école des mines de Douai. Oui, c'est mon co-encadrant. Voilà. Alors, il faut passer à l'essai expérimental. Lui, il a fait de l'expérimentation. Oui, j'ai tiré les résultats expérimentaux du travail de M. Moustachir. Oui, mais pour vous, pour apprendre, oui. Normalement, il faut mettre en contact avec ces teams Casablanca. Ces cheikhs, ils vous aident. Moi, j'ai fait une thèse, la même chose, avec Castem, mais on a fait, ça veut dire pour vous, pour apprendre correctement sur le terrain. Si vous contactez Cheikh, ces teams, ils peuvent vous aider à faire quelques essais, parce que vous devez faire ce qu'on appelle les éprouvettes CT, pour contrôler la propagation de la fissure. Oui. C'est facile à faire du numérique, mais pour l'avenir des jeunes, quand vous faites de l'expérimentation, vous allez apprendre beaucoup de choses. وسلم على الاستاذ ديالك وقول لي اتصل بحريري. D'accord, merci beaucoup. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gourba. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Les anciens combattants, là. Qui a d'autres questions? Donc, sinon, on va passer à la présentation suivante. La quatrième, est-ce qu'il y en a des gens pour le transport phénoménal? Donc, Loujdie et All. C'est bien dommage. Quelle information. Donc, on passe à la sixième. On va passer à la sixième présentation. Conception d'un capteur de gaz hautement sensible, basé sur l'état de TAM dans un cristal photonique unidimensionnel. Donc, M. Grinic, M. Grinic. Monsieur Grinic. Donc, c'est un doctorant en Algérie. D'accord. Donc, est-ce qu'il est prêt pour communiquer donc, la conception d'un capteur de gaz hautement sensible basé sur l'état de TAM, donc dans un cristal photonique unidimensionnel? Monsieur Grinic, est-ce que vous êtes connecté? Jusqu'à maintenant, monsieur Grinic et monsieur Loujdie, ils sont absents. Mais ça non. Donc, on va passer directement à la septième. On passe directement à la septième. Donc, monsieur Bouali, on passe à la septième? Oui, si vous voulez. Perdre du temps. Donc, les gens qui attendent. Donc, la septième communication qui sera sur les phénomènes de résonance et d'annulation de faisceaux simplement supportés partiellement serrés. Donc, une application au pont à voie ballatée. Donc, monsieur Hankari. Oui, monsieur. Donc, vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Ok, merci. Partagez votre écran, s'il vous plaît. تفضل أستاذ. Ok, merci. تفضل. لما نسيبوا عليه منا على واحد 15 minutes ولا اسكو vous me permettez d'aller prier parce que عندنا الجمعة معليش مسيو بوعلي. Oui. أنا مع j'espère terminer avant. أنا صديق مع الوحدة si vous vous permettez. الجماعة باش نصلي الجمعة لو كان الظهر معليش نصلوا في الدار. Donc, bonjour à tous. Avant tout propos, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à cet événement scientifique. Le travail que je présente devant vous aujourd'hui s'intitule Phénomène de résonance et d'annulation de poutres simplement supportées partiellement encastrées, application en pro à voie ballastée. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire
de mécanique et génie civil de la faculté des sciences et techniques de Tanger, dirigé par les professeurs M. Roki et M. Tréor. Donc, pour mon plan de travail, je commencerai par une brève introduction dans laquelle je présenterai les problématiques et l'objectif du travail. Ensuite, je définirai le modèle mathématique proposé avec les résultats numériques et je terminerai avec une conclusion. Donc, dû au passage des charges mobiles avec des grandes vitesses, la résonance présente un problème majeur du pont rail existant car le phénomène a des effets indésirables comme l'instabilité de l'ouvrage, déraillement des rails, d'inconfort des passagers. Selon le code, l'accélération de l'ouvrage ne doit pas passer une valeur limite pour stabiliser l'ouvrage. Généralement, le pourcentage de l'amortissement est faible dans les structures en béton armé. Et comme montre la figure, l'amortissement augmente, l'accélération de l'ouvrage diminue. Avec les recommandations de l'Eurocode, il doit que l'accélération maximale inférieure strictement à 3,5 mètres par seconde carré pour les ouvrages à voie ballastée. Et pour que je ne passe pas cette valeur d'accélération, plusieurs facteurs interviennent et contribuent, et parmi les, la continuité des rails et de la voie ballastée pour ce faire en proposer le présent modèle. C'est un modèle, un ouvrage ferroviaire isostatique partiellement encastré. L'équation du mouvement et les conditions aux limites pour la déflexion oméga d'une poutre simplement supportée partiellement encastrée de longueur L sous la circulation d'une charge mobile P à vitesse constante V sans amortissement structurel peut être exprimée comme voilà l'équation 1 et l'équation 2 c'est les conditions aux limites. Le tableau suivant représente les caractéristiques géométriques du modèle universel des trains HSLMA selon la définition de l'Eurocode. Donc, l'équation différentielle de modale, voilà l'équation 3. Après que la charge quitte la poutre, la réponse de la charge de vibration libre est obtenue avec les conditions initiales. Donc voilà l'équation 4. Et pour connaître l'effet de la voie sur la réponse vibratoire libre du système, l'amplitude du système est définie par l'équation 5, nous permet d'identifier les conditions de résonance et d'annulation. La variation de cette amplitude est présentée en figure suivante. Tel qu'au cas, c'est la rigidité des ressorts en rotation. Donc, on voit d'après la figure que lorsque le rapport de rigidité augmente, la réponse de résonance maximale augmente et l'amplitude augmente. Donc, j'ai fait une comparaison avec d'autres résultats. Résultats de papier de Maria Martinez Rodrigo et al. La variation d'amplitude de vibration d'une poutre supportée élastiquement avec K de 0 à 0,25. Donc, dans le cas d'une poutre élastiquement supportée, l'amplitude varie inversement avec notre cas. Donc, voilà les paramètres de vitesse pour l'annulation et la réponse maximale de vibration libre correspondant aux deux premiers modes de vibration pour K intervient entre 0 et 1,2. Les conditions de résonance en termes de vitesse d'un train de charge dans un faisceau simplement supporté partiellement encastré est analogue à celle d'un faisceau simplement supporté. Donc voilà l'équation 6 de vitesse de résonance. Les vitesses non dimensionnelles correspondantes sont, voilà l'équation 7.
Donc, lorsque les vitesses fournies par l'équation 6 coïncident avec l'une quelconque des racines de l'équation 7, la résonance d'un mode particulier est annulée. C'est-à-dire connaître les valeurs de D par laquelle la résonance s'annule. Donc, voilà les valeurs de rapport L sur D d'annulation pour différentes valeurs de rigidité. Et voilà les valeurs de rapport L sur D de réponse maximale pour différentes valeurs de rigidité. À titre des résultats numériques, le tableau 1 représente les propriétés mécaniques de l'ouvrage étudié par Martinez et Hall et utilisé dans la simulation. Donc, la figure suivante représente la variation de l'accélération verticale maximale au centre du pont en fonction du rapport V sur D. Pour plusieurs trains, on peut observer que dans le cas du train avec D égale à 32 mètres, calculé avec l'équation 8, c'est-à-dire connaître la valeur de D par laquelle la résonance s'annule, le deuxième pic de résonance disparaît complètement. Nous passons à une conclusion. Dans la présente étude, une poutre Euler-Bernoulli simplement appuyée partiellement encastrée a été étudiée en cas de vibration libre. L'utilisation des ressorts de rotation aux extrémités de poutre est justifiée par la continuité de la voie ballastée. Les résultats indiquent l'efficacité de la modèle proposée pour absorber les phénomènes de résonance dans les ponts ferroviaires à grande vitesse. Et merci pour votre attention. On vous remercie. Monsieur Hanqari. Saïd Hanqari. Oui. Donc, on passe directement, M. Bouali, aux questions. Oui, s'il y a des questions. S'il y a des questions, l'assistance. Sinon, on fait appel à M. Gourba. Allez, Gourba. C'est maintenant. Donc, malheureusement, je ne suis pas la spécialité du génie civil. Donc, la voie ballastée, toujours vous travaillez sur la voie ballastée. Donc, chez une autre voie, donc la voie ballastée qui utilise le mélange des cailloux de sable, donc répandu sur le sol sous la voie ferrée Hadi. Donc, c'est un mot en principe scandinave. Donc, je viens d'apprendre en utilisant bien sûr Google. Donc, en 1844, il prend sa place en français. Donc, toujours, on utilise cette voie. Donc, mais chez une autre voie, je pense... Oui, il y a la voie bétonnée. Bétonnée. Donc, entre les deux voies, je ne suis pas spécialiste, je suis micro-électronicien. Donc, donc, en attendant une question qui vient de l'assistance, de la spécialité. Donc, qu'est-ce que vous disiez? Bonjour, monsieur. Oui. Je peux ajouter quelques explications dans ce sens? Tout Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, généralement, en effet, depuis l'installation, bien depuis la création du projet LGV au Maroc, généralement, la nécessité d'étudier ce type d'ouvrage est imposée. Bien sûr, bien sûr. En raison de l'augmentation des vitesses des trains. Bien Comme sûr. ça, donc, juste je vais ajouter une information, c'est qu'en général, il existe deux types d'ouvrages ferroviaires, même les voies ferroviaires. Il y en a les voies ballastées et les voies bétonnées. Bien sûr. Donc, La deuxième chose, ça coûte à l'oula. Exactement. Surtout, le ballast représente une grande efficacité, surtout au niveau de la maintenance et de la réparation, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'un ouvrage ou bien d'une voie bétonnée. Parce que mais généralement, la voie ballastée se déstabilise, ou bien je peux dire largement est influencée par l'augmentation des valeurs d'accélération verticale. Comme ça,
parce que le ballast commence à se déstabiliser, bien sûr en raison de l'augmentation des vitesses des trains, à partir de la valeur d'accélération appliquée 3,5 mètres par seconde carré, qui n'est pas le cas dans le cas d'un ouvrage à voie bétonnée. Cette voie commence à se déstabiliser. En d'autres termes, c'est-à-dire l'apparition des fissures de cette voie commence à partir d'une valeur d'accélération verticale égale à 5 mètres par seconde carré. Donc c'est ça, je pourrais dire, ce qui fait la différence entre une voie ballastée et une voie bétonnée. Merci bien, merci bien. Merci. Merci. On apprend avec M. Bouali. Oui. Monsieur Ghorba, je pense qu'il n'est pas là. Non, non, je suis toujours. Hein. Je vous écoute et je vous vois. À l'aide, monsieur Ghorba. À l'aide. Non, non, le travail des... Parce que maintenant, il y a des projets où on peut le faire facilement parce que ça, c'est du matériel qui coûte très cher. On a peu de moyens. Maintenant, avec Nouakchott et Imad de Lille, on est en train de voir ce qu'on appelle les biomatériaux. Oui. Ça veut dire on a de l'argile partout, on a de la fibre, ce qu'on appelle dôme partout, et Nouakchott, ils ont une fibre, ce qu'on appelle une fibre australienne. Très bien. Donc, comme j'ai dit quand j'étais à Sidi Bel Abbas, il faut regrouper les forces. Oui, et bien faire sûr. des essais comme ça, faciles, qui ne coûtent pas cher, et surtout l'expérimentation pour nos futurs docteurs, ils apprennent beaucoup de choses. Sur le terrain. Bien sûr, parce que c'est avec le terrain qu'on apprend beaucoup de choses. Bien sûr. Bon, je vous quitte. يسلم على كلشي الخوات سيدي بالعباس ها. مرحبا بسلامك. بيانتو نشوفوا معاهم ان شاء الله بيانتو ها. سلم عليهم بزاف. ربي يرفع علينا هذا. بون كوراج مي زامي et je vous quitte. Merci bien استاذنا الله يحفظك. سي الغربه. Donc docteur Bouali. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois ici M. Amin. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez très bien? Le son est clair? Oui, c'est bon. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour ce symposium, que ce soit organisateurs ou tous ceux qui ont contribué. Bismillah. Donc, vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Merci infiniment. Monsieur Bouali, je pense qu'on a avec nous Monsieur Grini qui a partagé son écran. Je ne sais pas. Oui, je viens de le partager. Je ne sais pas s'il il apparaît, je pense. Donc, تفضل سي غرينيك. Bon, merci. Bismillah. Bon, la présentation s'intitule la conception d'un capteur de gaz hautement sensible basé sur l'état de Tham dans un cristal photonique unidimensionnel. On va commencer par l'introduction, puis on va passer au modèle théorique du capteur de Tham proposé, c'est-à-dire on va décrire le capteur, puis parler de l'indice de réfraction et l'épaisseur de chaque couche. Après, on parlera de la réflectance, puis on va passer aux résultats et discussions, et enfin une brève conclusion. Introduction. Tout d'abord, les cristaux photoniques sont des matériaux composites qui sont formés par un arrangement périodique de deux ou plusieurs matériaux d'indice de réfraction différents. C'est-à-dire, il y a une variation périodique de l'indice de réfraction qui modifie les propriétés spectrales telles que la réflectance, la transmittance et la structure de la bande photonique. Actuellement, il existe un intérêt particulier pour l'utilisation des cristaux photoniques dans le domaine des capteurs. Il y a des cristaux photoniques unidimensionnels, bidimensionnels et tridimensionnels. Le modèle théorique. Bon, voici la description, le schéma descriptif du capteur proposé qui est composé d'un prisme en verre, d'indice 1.42, une couche mince d'argent déposée sur le prisme, une couche d'air et 4 périodes
un cristal photonique composé de 4 périodes, chaque période qui est constituée d'un semi-conducteur, la XGA1-XAS, et un diélectrique de SiO2, le verre. Et enfin, le substrat, toujours ASGAS. Bon, pour l'indice de réfraction et l'épaisseur de chaque couche, la fonction diélectrique de l'argent a été donnée par le modèle de Drude. Le présent modèle, tel que lambda C et lambda B, qui sont lambda C, longueur d'onde plasma, lambda P, lambda C, représente l'amortissement. Pour celui de l'ALX GA1-XAS, il est donné par la relation suivante. Et que le C, c'est une constante qui dépend de X. Selon X, si X est inférieur à 0,36, on a C qui prend cette valeur. Et si X est supérieur à 0,36, le C prend cette valeur. Pour le SiO2, il est donné par la relation de dispersion qui est bien connue, celle de Selmayr, la relation suivante. On passe à la réflectance. La réflectance de la lumière incidente, une lumière en polarisation TE, a été calculée par la méthode de la matrice de transfert, la TM1. Tels que M11, M12, M21, M22 sont les éléments de la matrice caractéristique. Passons aux résultats et aux discussions. Le spectre de réflexion suivant, c'est un spectre du capteur, mais sans la couche d'argent, sans le dépôt de la couche d'argent. On voit clairement ici une large bande interdite qui est comprise approximativement entre 1350 et 2300. C'est-à-dire la lumière dans cette bande qui est totalement réfléchie. Mais après introduction de la couche d'argent, on voit ici un pic de réflectance, c'est-à-dire aucune lumière n'est réfléchie à 1966 nanomètres dans le proche infrarouge. Toute la lumière est totalement à cette longueur d'onde, elle est transmise. C'est la longueur d'onde de temps. Avec bien sûr un angle d'incidence qui est inférieur à l'angle critique, contrairement au plasma de surface où on utilise un angle d'incidence qui est supérieur à l'angle critique. Et aussi, on utilise une lumière en polarisation T1. Voici une variation de la réflectance en fonction de la longueur d'onde pour lorsque l'indice de l'air varie entre 1.00026 jusqu'à 1.005 avec un pas de 0.404. On voit un shifting qui est très grand. Un grand shifting ici, un grand déplacement. La sensibilité a été calculée par la relation suivante. C'est delta lambda t sur delta n, c'est-à-dire la variation de la longueur de temps divisée par la variation de l'indice de réfraction. Une très fine variation de l'indice de réfraction, elle va provoquer un grand déplacement de la réflectance. Pour trouver l'épaisseur de la couche d'argent optimale, on a fait varier l'épaisseur entre 11 et 16 nanos. La réflectance minimale, elle a été atteinte à 13 nanomètres. On a vu aussi, on a étudié aussi l'effet de l'épaisseur d'air
Bon, l'épaisseur d'air optimale, comme on le voit ici, elle est à 20 000 nanomètres, en faisant varier l'épaisseur entre 5 000 et 30 000. Bien sûr, il n'y a pas uniquement la sensibilité qui qualifie les performances d'un capteur, il y a d'autres paramètres comme le full wide at half maximum, c'est l'épaisseur à mi-hauteur du pic de réflectance. On voit ici qu'il est approximativement égal à 2. Il y a aussi le detection accuracy, c'est-à-dire la précision de détection qui est toujours égale à 0,48. Il y a aussi la figure of merit, la figure de mérite à peu près égale à 0,5 fois 10 puissance 5. Et il y a le quality factor, le facteur de qualité qui a atteint presque 1000. Bon, bien sûr, il fallait comparer avec d'autres résultats. Si on prend par exemple le résultat de Had ici, il a trouvé une sensibilité de 2,16 fois 10 puissance 4 en 2019. C'est un résultat qui est récent. Il y a celui de Sharma en 2020, 9615. Il y a un autre résultat récemment publié par Afsari qui a atteint une valeur de 1,2 fois 10 puissance 4. Le présent travail, il a présenté un excellent résultat presque 10 fois supérieur, c'est-à-dire 10 puissance 5 nanomètres par rayon. En conclusion, nous avons présenté dans ce travail un modèle théorique d'un capteur de gaz qui est basé sur l'état de table dans un cristal photonique unidimensionnel d'une haute sensibilité. Sa structure était comme suit: un prisme en verre d'indice 5042 ragé et la couche d'air AL 0.9, GA 0.1, AS et CO2. Bon, il y a 4 périodes de cristal. C'est la construction du cristal photonique. Et enfin, le substrat qui est l'AL 0.1, GA 0.9, AS. Il a présenté une sensibilité ultra élevée, 10 puissance 5 nanomètres par RU, dans le proche infrarouge. Nous pensons que ces résultats numériques peuvent être utiles dans l'élaboration d'un capteur de gaz unidimensionnel sur un cristal photonique efficace, économique et de haute performance pour la détection de gaz, et même dans le domaine biologique et environnemental pour mesurer et détecter la pollution d'air. Je vous remercie très bien pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Grinic. Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps? Monsieur Bouali. Oui, c'est le j'ai une petite question pour M. Amir. Question. Donc, si vous voulez revenir au diapo numéro 11. Diapo numéro 11, oui. Monsieur Grinic. Ah oui. Très bien. Donc, sur la sensibilité du capteur proposée en fonction de l'épaisseur d'air. D'accord? Oui. Et je vois ici sur le graphe que vous avez pris seulement 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 épaisseurs. Oui. Est-ce que vous croyez, si on prend un point ici entre 5000 et 10 000, on va trouver exactement sur la courbe? Bon, il y a une discontinuité. Il y a une discontinuité, mais il y a d'autres points que j'ai réalisés, mais qui étaient toujours inférieurs à cette valeur. Par exemple, si on prend entre 5 000 et 10 000, la sensibilité toujours était inférieure.
même par exemple, entre 10 000 et 20 000. Mais la plus grande valeur a été atteinte à 20 000 nanomètres. D'accord, merci. Donc, d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions pour M. Amin? Est-ce qu'il y en a des participants qui veulent poser des questions à notre communicant, M. Amin Guénic? Sinon, on passe à la... Il nous reste en principe la 4e communication, toujours en attente, je pense. Oui, la 4e et la 8e. Est-ce qu'il est présent, Abdel Loujdi? Je ne sais pas. Donc, Abdel Loujdi. Maintenant, il est absent. L'université de Kenitra, non? Donc, il reste la 8e communication. La dernière communication qui reste. Oui, donc on passe à la dernière communication. Oui. Monsieur Bouali, si vous permettez, donc, parce que on est juste باش نلحق على الصلاة إن شاء الله. Donc, je vous remercie infiniment, Monsieur Bouali. D'accord, Monsieur Mardi, merci à vous. كما قال لك, le bonjour à tout le monde, donc à Oujda, donc mon cher collègue, donc spécialement Monsieur Bria. Donc, ça fait plaisir d'assister à cette séance avec vous. Donc, et bon courage à la dernière communicante, donc à la dernière communicante, Mademoiselle Jasnoussi. Et salam alaikum. Et je vous remercie infiniment le professeur Qad Al-Meradi d'avoir accepté de juger ces travaux intéressants. Merci beaucoup, monsieur. Parce que la prière تاع الجمعة كون الظهر. Vous passerez le salut, monsieur Bria, ما تنساش دريس. سلم عليه بزاف. مبلغ إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. Oui, bonjour. Good morning, everyone. Thank you for being here today. I would like to quickly introduce myself. I am Hajar Snoussi. I am a PhD student in Electrical Engineering and Maintenance Laboratory in High School of Technology at Mohammed First University, Oujda, Morocco. As you know, my goal today is to discuss with you my topic about an embedded system to notify the company about fraud or fuel leakage and make a monthly statistic of fuel consumption. The plan of my presentation is firstly, introduction, secondly, proposed approach, thirdly, hardware parts, then software algorithm, and finally, conclusion. We move to the problematic. The fuel item is one of the main expense item for carriers. For some, it's even higher than salaries due to the increase in their price and increase in fuel depth from truck. Tanks has increased the problem of company. A truck that speed deny on a car park before continues its journey finds the next day that the tank has been siphoned off and completely emptied, which results materials damage, delivery will be delayed because of this simple problem. A loss of millions of dirham will be declared, and we have the problem, the fuel leak. Before to speak about our solution, I will mention to you some fuel depth methods. Fuel pumped out of the tank. Fuel can be pumped out of the tank with the added problem of damaging many fleets or of a vehicle. If the depth breaks, the fuel system will try to extract it. Also, declared incorrect fuel consumption or the use of the pulse generator, this is adding kilometer in mile to odometer. To deal with this problem, we proposed
simple, cheaper, and effective solution to mitigate against this type of fraud and instantly monitor the fuel tank in order to send an instant message to the company about information about attempt fraud and location. Moreover, we can inform the driver in case of attack, as well as the company can have access at any time to the monthly or annual fuel consumption statistics, which will be stored in SD memory cards. Our embedded system is based on two situations. In the case where the vehicle is at rest, our solution detects fraud or leakage by processing vehicle fuel level sensor data. When the vehicle is moving, we can instantly calculate the fuel consumption from the parameters taken from CAN bus, bus de communication du véhicule, via protocol OBD2. And thanks to the information, our system detects abnormal and unsafe fuel consumption. To understand more, we will discover the hardware parts of our solution. The main hard of our system is PIC AT-F4518. The choice of this type of microcontroller simply because it has a CAN port. This microcontroller is connected to a transceiver to extract the data arrived from the CAN bus via the protocol OBD2. We have also the GPS model to detect the location of the vehicle. In addition, we have the GSM, the SIM model, which is responsible of sending the message to the company to announce it about the fraud or leakage. And finally, we have the SD card, which are memory when our solution will save information about the fuel consumption, as well as the company can have access at any time to the monthly or annual fuel consumption statistic. In this case, the company can control and supervise everything about the fuel consumption at every month. Now we move to the software parts. In the case of the vehicle learning, the treatment is done in two phases. First is to read the data which are used to calculate the fuel consumption from the CAN bus. So, CAN library statement. After that, initialize CAN at 500 kilobytes in second, and initialize the UART and SPA model. And after set the mask at -1 and the filter at identifier. At the end of this first step, we receive data. Now we move to the second phase. So here our system calculates the fuel consumption from the data received and compare it with the consumption display in data dashboard. If consumption calculates inferior to consumption display in the dashboard, GPS model send the location of the vehicle to the microcontroller, and microcontroller send a command to GSM module to send a message to the company, include to inform it about the fraud attempt or fuel leak and locates position. When the vehicle is not running, microcontroller records the first fuel level value and compares with the next fuel level. If C1 is superior than CE plus 1, GPS model sends the location of the vehicle to the microcontroller, and the microcontroller sends a command to GSM model to send a message to the company include to inform it about the fraud attempt or fuel leak and locate its position.
To sum up, the fuel fraud is a factor of life of many fleets, special for transport company. So our solution is to deal with it. On the one hand, is effective and detection fraud or leakage, and on the other hand, we can save instant fuel consumption and memory. Our solution is easy to use and not expensive, offshore. And more important, this solution can save the wastes of millions of dirham caused by fuel theft or leakage. Thank you. Merci pour votre présentation. Merci. You speak English fluently. Donc, est-ce qu'il y a des questions, soit en français ou bien en anglais, concernant l'exposé de Mademoiselle Hajar? Oui? Il n'y a pas de questions? Il reste des participants? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie également le modérateur et le co-modérateur. Oui, monsieur le professeur Bouali. Oui. Nous observons que l'OJD est absent. Tous les participants sont présents. Oui, il y a seulement une absence. C'est de l'OJD. Donc, avant de finir cette présentation, je vous remercie les participants pour leur présentation et de participer sur notre événement. Je veux remercier infiniment le professeur Hicham Bouali, le professeur Kada Meradé, le professeur Monsieur El Ghorba, d'avoir accepté de juger ces travaux intéressants. Merci pour tout ça. Inch'Allah, à notre événement. لكنا على الحياة إن شاء الله. Merci. Inch'Allah. Merci, merci à vous. Merci encore une fois pour tous les participants. Allez, donc on quitte. Oui, monsieur Omar. On quitte maintenant le Zoom. D'accord. À la troisième session, si quelqu'un est intéressé par de voir des présentations à 2h30, 14h30, à 14h30, la troisième session. D'accord. Donc, merci bien, monsieur Omar. Donc, je vous quitte. Ok, monsieur. Allez. Merci encore une fois et au revoir. Au revoir.